je me présente. Mon nom, c'est Audrey-Anne, chez Oasis Santé Mentale, Granby et Région. Donc, aujourd'hui, pour la capsule thématique, on fait ça différemment. On a Karine Nadeau, fondatrice du blog Le Beau Désordre, qui veut sensibiliser la population sur les troubles de conduite alimentaire, qui est avec nous. Donc, pour parler des troubles de conduite alimentaire, répondre à nos questions. Pour vous expliquer un petit peu qui est Oasis Santé Mentale, c'est un organisme communautaire qui aide et qui supporte les membres de l'entourage d'une personne qui vit avec des manifestations cliniques d'un trouble en santé mentale. Donc, par accompagnement, là, on parle de rencontres individuelles, groupes de soutien, groupes de formation, pour offrir vraiment là, un accompagnement et un soutien à ces gens-là. Donc, bienvenue Karine. Merci beaucoup. Je suis contente aujourd'hui d'être avec toi pour parler des troubles de conduite alimentaire. Moi donc. Comment tu définirais les troubles de conduite alimentaire là, en général? En fait, on connaît comme un peu l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Mais il y a également l'orthorexie qui n'est pas encore officielle dans le dictionnaire de la santé mentale, le DSM-5. Il y a aussi d'autres choses là, comme... les troubles du comportement alimentaire sont vastes. Et en fait, là, si ta relation avec la nourriture et avec ton corps te fait souffrir, ben probablement que peut-être que qu'il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là, là, puis du soutien à aller chercher. Puis comment tu définirais les troubles de conduite alimentaire, particulièrement chez les jeunes? Donc, les jeunes, les ados, comment tu dirais que ça se manifeste dans leur comportement? Les TCA, c'est quelque chose de super insidieux. C'est sournois comme maladie. Tu te réveilles pas là, du jour au lendemain puis souffres de boulimie ou d'anorexie. C'est pas comme ça que ça se passe. Là. Premièrement, ça prend des facteurs prédisposants. Donc, soit génétique, l'environnement externe, l'environnement interne. Ça, c'est-à-dire, l'environnement externe, ça peut être... les réseaux sociaux que tu regardes, ça peut être la famille, les amis, puis ce qui est interne, c'est plutôt ton tempérament, ton estime de toi-même. Et côté tempérament, là, ce qui est comme plus à risque, je dirais, c'est si tu es quelqu'un d'hypersensible, de perfectionniste, mettons, bref, à peu près ça, là. J'imagine que les gens avec des tempéraments anxieux ont tendance à développer probablement aussi à certains moments des troubles de conduite alimentaire. T'as tellement raison. En fait, là, les troubles du comportement alimentaire, c'est pas un problème avec la nourriture. C'est comme, on voit ça comme la pointe de l'iceberg, en fait. Les symptômes reliés au trouble du comportement alimentaire, le trouble du comportement alimentaire en soi. Puis quand je parle de symptômes, c'est le poids, le gain de poids ou la perte de poids, ou tout ce qui est relié. En fait, ça, c'est la pointe de l'iceberg. Le vrai problème se cache en dessous. L'anxiété, tu l'as dit, l'estime de soi-même, ça peut être la confiance qu'on a en nous-mêmes aussi, le fait qu'on ne s'affirme pas. Tu sais, si t'es... les études commencent à en parler de plus en plus, là, la communauté LGBTQ... 2+, mon Dieu, je pense que j'ai manqué quelques lettres. Bref, si tu t'assumes pas par rapport à ça, il y a des probabilités que tu souffres de troubles de comportement alimentaire. Bref, c'est tellement multifactoriel que il y a personne, je pense, qui... C'est pas les TCA, c'est pas un problème facile, là. C'est très, très complexe. Il y a probablement aussi des préjugés reliés à ces problématiques-là. Est-ce que tu en entends souvent? Comment on peut faire tomber ces préjugés-là, justement? Bien, c'est sûr que les préjugés véhiculent encore aujourd'hui, en 2022, on va savoir pourquoi. Mais justement, comment qu'on peut faire abolir tous ces préjugés-là, c'est d'en parler justement comme on fait aujourd'hui, puis de démystifier tout ça. Là. Donc, est-ce que tu connais la proportion de jeunes qui développent des troubles alimentaires dans la région de Granby ou au Québec? As-tu une idée? J'ai pas de chiffre en soi, mais c'est sûr que
les adolescents sont plus touchés, puis, mais en même temps, tu sais, ça, je trouve qu'il faut pas mettre l'emphase là-dessus, soit sur le sexe, dire que c'est les filles ados qui sont plus touchées, parce que justement, je trouve que ça valorise le préjugé, parce que ce qui fait en sorte que, mettons qu'un gars souffre de TCA, puis qui se dit, hey, c'est une maladie de fille, c'est, tu sais, ben, il va peut-être avoir plus de misère d'aller en parler puis d'aller chercher du soutien. Fait que c'est ce genre de tabou-là qu'il faut couper, là. Qu'il faut faire tomber, puis c'est un peu la mission de ton blog aussi, oui, là, vraiment. sensibiliser à ce niveau-là aussi. Exact. Parfait. Quels sont les moyens pour toi là, quand tu entends quelqu'un qui a des troubles de conduite alimentaire? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour prendre soin de lui? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans notre quotidien si on pense là, avoir un trouble de conduite alimentaire? Bien, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai souffert de troubles alimentaires pendant 20 ans, soit d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie et d'orthorexie. Ben, moi, ma façon vraiment de m'en sortir, ça a été de parler, d'en parler. Puis ça a été vraiment dur. Je trouve que le premier pas, c'est le plus tough. Mais une fois que tu as fait ce premier pas-là, t'as tellement, le poids est tellement plus, tu sais, il est plus sur tes épaules. C'est comme c'est fait. Fait que t'es comme, t'as un petit pas de plus vers ton rétablissement. Fait que d'en parler, ça a été mon number one. J'ai été chez mon médecin de famille, puis j'y ai dit, bon, que je me sentais pas bien par rapport à ma relation avec la nourriture. J'ai pleuré dans son bureau, tu sais, ça a été dur, c'est vraiment tough. Mais une fois que c'est fait, on passe au suivant, puis on fait juste grimper les échelons vers la rétabilisation et la liberté d'enfin pouvoir manger librement, en fait. Là. Puis d'autres choses que j'ai faites qui m'ont vraiment beaucoup aidé, c'est de suivre une thérapie, d'aller voir une psychologue, un travailleur social. Aussi, la bienveillance, là, c'est super important. C'est dans le fond, faut se traiter comme si on était son ami. Tu sais, souvent, on a des pensées puis qu'on se traite pas super bien. Des fois, tu sais, notre voix peut être interne, peut être super dure avec nous-mêmes. On peut être tough, là, mais il faut pas, tu sais, il faut vraiment, tu sais, parle-toi comme si c'était ton ami, puis pour vrai, ça fait toute la différence, là, vraiment. Et puis, quoi d'autre? Ben, moi, le fait de m'exprimer, mais pas juste en parlant, mais je suis quelqu'un de créative, donc je m'exprime par la musique, par l'écriture, puis ça me fait tellement du bien. C'est vraiment une autothérapie pour moi, de laisser sortir toutes ces émotions-là. Puis, une dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est... Dans le fond, ce que je comprends, là, c'est de trouver un moyen propre à chacun, finalement. Oui, c'est toi, ça. Oui, créer, mais... Merci. Tu viens de me faire rappeler ce que je voulais dire, en fait. D'apprendre à se connaître, là, c'est vraiment... c'est tellement salvateur par rapport à je veux pas dire guérison parce que ça met beaucoup de pression au rétablissement. Parce que là, moi qui apprends à me connaître, mettons, je connais mes forces, je connais mes valeurs, je connais mes qualités, mais je connais aussi mes faiblesses. Puis dans les faiblesses, c'est là, tu sais, quand on vit quelque chose de tough, on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes, à se réfugier, puis à pas vouloir en parler. C'est normal, là, on garde notre tristesse, notre colère pour nous autres, mais il faut aller contre ça, puis aller voir quelqu'un. Tu sais, comme moi, il y a 1 an, tu sais, ça fait 5 ans que je suis en rétablissement des troubles alimentaires. Et il y a 1 an, mon chien est mort. Puis ça faisait 9 ans que je l'avais eu tout bébé, puis ben, il est mort comme soudainement, puis là, je vais pleurer. Mais tu sais, c'est encore tough, mais quand je l'ai vécu, ça, il y a 1 an, je me suis renfermée, j'ai comme pas parlé de ma douleur, puis ça a fait en sorte que je me suis réfugiée dans la nourriture pour me réconforter. Puis c'était pas la bonne manière de faire. J'aurais dû en parler, puis tu sais, je vois encore c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi mes faiblesses. Ben ça, j'ai de la misère avec le deuil, j'ai de la misère avec ce genre de choses-là. Puis, ben ça me sonne. La prochaine fois que quelque chose de bouleversant va m'arriver, ben je vais savoir qu'il faut pas que je me renferme sur moi-même. Il faut que j'aille voir de l'aide, il faut que j'en parle. Puis c'est comme ça que c'est plus sain, mais beaucoup plus sain comme ça. Là. Merci pour ce témoignage, Karine, c'est très touchant. Selon toi, là, comment tu penses que l'entourage devrait réagir
à quelqu'un quand on réalise qu'il y a des troubles de conduite alimentaire? Comment on doit se comporter? Quelle approche on doit avoir avec la personne? Je pense qu'il faut être présent, il faut être à l'écoute, faut pas être son thérapeute. C'est pas à l'ami ou aux parents d'être le thérapeute, même si c'est contre nature puis qu'on veut vraiment l'aider. Il y a d'autres manières de l'aider, soit de l'accompagner à chercher de l'aide chez un professionnel. Puis, bizarrement, ne pas parler de la nourriture, ne pas parler du poids, ne pas que c'est pas en faire un sujet tabou, c'est pas ça que je veux dire, mais ça peut exacerber les symptômes du trouble alimentaire si on parle, si on fait du chantage ou d'être forcer quelqu'un à manger, ou ça va juste faire l'effet contraire. On peut pas forcer quelqu'un à guérir, ça faut que ça vienne de lui-même, mais on peut être là pour l'accompagner, puis c'est super important qu'il puisse, la journée qu'il veut s'en sortir, de savoir que c'est bien tout ça, je vais pleurer là. Mais de savoir qu'il y a quelqu'un autour là, qui care, là, qui prend soin de ça. Ce que je comprends, c'est que la communication devient très, très importante au sein d'une famille, au sein d'un réseau d'amis, l'entourage. Il faut qu'on communique tout le monde ensemble, donc faut pas avoir peur d'oser poser des questions. T'as raison, c'est vraiment la clé parce que, souvent on pense qu'on va se faire juger, que l'autre va penser telle ou telle affaire, mais tellement pas, là, les gens qui sont autour de nous, ils veulent notre bien, puis ils sont comme dans la bienveillance. Fait puis, c'est aussi d'en parler. Ça peut être un prof, ça peut être n'importe qui, ça peut être. Bref, t'as raison, la communication, c'est vraiment la clé. Puis comment on peut, quand on n'est pas confortable ou on ne sait pas par où commencer la conversation, comment on peut amener la discussion ou essayer d'ouvrir la communication avec un proche qui est peut-être peu conscient ou qui ne veut pas en parler, des troubles alimentaires? Faire visionner cette capsule. Non, mais oui, pourquoi pas, ou même, laisser traîner des livres qui traitent de l'image corporelle, parce que ça peut être aussi un enjeu si la personne veut modifier son corps, c'est peut-être parce qu'elle a une insatisfaction, puis il faut aller travailler ce creux-là, le pourquoi qu'elle file pas bien, puis de parler aussi, de s'intéresser à la personne. Souvent, quand une personne est trop rendue loin dans son trouble alimentaire, qui est très creux, souvent, on verra même plus la personne, on va voir avant tout le trouble alimentaire. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment aller rechercher comme la personne, l'inviter, parce que souvent, ces gens-là vont rechercher s'isoler, rechercher la solitude. Mais il faut pas. Il faut vraiment. Faut continuer d'agir comme on faisait, les impliquer. Oui, exactement. Tu as raison, oui. Super. Connais-tu des ressources dans le coin? As-tu des suggestions à faire pour les gens qui nous écoutent, qui ont besoin de savoir vers où s'orienter? Il y a Oasis Santé Mentale à Granby, qui sont super, sont présents dans la région. Mais il y a aussi, si tu es ailleurs, là, au Québec, puis tu connais pas vraiment les ressources, tu fais le 811, option 2. Ça, c'est info santé sociale. Et puis, l'infirmière qui est au bout du fil, c'est confidentiel là, comme service. Puis l'infirmière va te diriger, elle connaît toutes les ressources, va te diriger vers les ressources de ta région, mais il y a aussi ton médecin de famille, un psychologue, quelqu'un qui peut, un professionnel de la santé, l'infirmière de ton école peut-être. Puis, il y a ANEB Québec aussi qui s'occupe de ça. Si tu n'es pas à l'aise de parler à quelqu'un de vive voix, ils ont des textos, tu peux clavarder aussi. Il y a Maison L'Éclaircie qui est à Québec, qui fait le même genre qu'ANEB. Il y a des soutiens de groupe, soutiens individuels, etc. Il y a Harry Magestri qui est à Sherbrooke, que eux, ils valorisent l'image corporelle, puis en toute forme, et puis je trouve, ils ont des cohortes avec d'alimentation d'alimentation intuitive qui sont super.
Fait que c'est vraiment des trucs à découvrir. Là. Il y a vraiment plein de ressources. Il en manque pas, en fait. Là. Donc, ce que je comprends bien, la première étape, c'est vraiment de se tourner vers un professionnel, un adulte de confiance, quelqu'un en qui on est capable de se livrer, d'exprimer comment on se sent, comment on perçoit notre corps ou l'alimentation. Exactement, c'est ça. Et puis, c'est quoi le meilleur truc que tu peux donner aux jeunes qui vivent avec un truc pour apprendre à vivre avec ce trouble-là? Mais moi, je te dirais, n'apprends pas à vivre avec ce trouble-là. Okay. Fight-le. C'est pas vrai que tu acceptes de vivre avec un TCA. Il faut que tu... Tu sais, dans le fond, là, c'est important de ne pas vivre dans le déni, de comprendre qu'on a un trouble alimentaire, de s'en rendre compte. Mais il faut pas apprendre à vivre avec parce que on peut se rétablir de ça. C'est super important. On peut aller mieux. C'est ça. Il faut pas se résigner, il faut pas se baisser les bras. Je sais que ça peut être tough, mais tu sais, foncer, là, aller chercher de l'aide, c'est important. Quel message tu aurais envie d'envoyer aux parents qui ont un jeune avec un trouble de conduite alimentaire, à un jeune qui vit avec un parent qui a cette problématique-là? Quel message tu pourrais leur livrer? C'est certain que ça peut être vraiment accaparant. Vous vous sentez sûrement, avec vraiment plein d'émotions, là, même en détresse ou, accaparé, comme je disais, ou, dans l'incompréhension, ou... mais bref, vous autres aussi, vous avez le droit d'aller chercher de l'aide. C'est super important de parler. Puis juste de sortir toutes ces émotions-là. Et puis, de poser vos limites aussi. Pensez à vous avant tout. Parce que si vous pensez à vous, vous donnez un super bon exemple à la personne qui souffre. C'est ça, de poser ses limites, là. On n'est pas un thérapeute, mais on peut accompagner la personne, puis ça l'aide beaucoup. Mm-hmm. On n'en a pas parlé au début, mais quels sont les troubles alimentaires les plus connus, ceux qu'on entend le plus souvent parler, là? Ben, c'est sûr que l'anorexie, ça c'est beaucoup dans les restrictions alimentaires, mais il y a comme deux types d'anorexie. Il y a avec soit restrictif ou avec purge. Il y a également la boulimie qu'on connaît, qui est avec purge ou sans purge. Moi, quand j'ai souffert de boulimie, en fait, là, c'était des régimes ultra stricts là, qui n'avaient juste pas d'allure. Presque du jeûne, super gros, beaucoup d'exercices. Puis, un moment donné, le corps n'en peut plus, là, puis c'était entrecoupé de crises, en fait, là, alimentaires. Mm-hmm. Donc, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Si tu te restreins alimentairement, ben il y a des crises alimentaires qui viennent avec, éventuellement. Fait que c'est comme une roue vicieuse. Mm-hmm. Mais en tout cas, bref, pour ce que je parle pour la boulimie, l'hyperphagie, en fait, c'est vraiment des crises alimentaires. Souvent, puis ça, là, c'est comme un blackout, là. Pour en avoir vécu, c'est genre, tu commences à manger, tu te remplis jusqu'à temps que ça fasse vraiment mal. Tu sais, je mangeais tellement. Blackout, là, dans le sens que tu comprends pas, là, tu sais, ça passe de même, puis après, là, t'es comme couché sur le divan, j'avais de la misère à respirer, j'étais plus capable de bouger, j'étais dans un inconfort, tu sais, fou, là. Puis, ça, c'est vraiment dur parce qu'après, on se sent donc bien coupable, on se sent honteux, puis c'est super souffrant, là, tu sais, autant mentalement que physiquement. Donc, c'est les trois plus, je dirais. Ben, il y a aussi l'orthorexie, là, vu que je l'ai vécu, je peux en parler, c'est pas nécessairement comme en forme de diète, mais ça peut être de catégoriser les aliments en bons ou mauvais, mais dans un sens extrême. Moi, je pouvais aller à l'épicerie, ça me prenait genre, j'étais toute seule dans ce temps-là, ça pouvait me prendre 1 heure et plus pour acheter quelques patentes, là, genre, j'en avais pas beaucoup, là. Je lisais toutes les instructions, je veux dire, les valeurs nutritives, les ingrédients, j'étais comme... dans mes choix, j'avais pas grand chose. Fait que je mangeais toujours pas mal la même affaire. Puis ça vient vraiment obsédant. Puis ça aussi, ça fait souffrir mentalement. Merci beaucoup, Karine. J'ai envie, c'est un très beau témoignage. Je pense que ça donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'informations.
information aussi de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. J'ai envie de te laisser la place. Y a-t-il des choses que tu aimerais nommer aux gens qui nous écoutent, des informations importantes selon toi à savoir par rapport aux troubles de conduite alimentaire? Ben, tu sais, je parlais qu'il faut pas baisser les bras, mais je pense, tu sais, je vais leur répéter, là, mais pour vrai, tu sais, allez-y chercher de l'aide, là, c'est super important. Puis, tu sais, il y a toujours quelqu'un quelque part qui est là pour vous écouter. Puis, ouais, c'est à peu près ça. Ça a fait le tour. Je pense que oui. Parfait. Puis dis-moi, Karine, ton blog là, sur le beau désordre, qu'est-ce qui contient? Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce blog-là pour avoir peut-être du soutien aussi, de l'information? Ben, tu sais, comme les ressources que je vous ai nommées, c'est dans ma section Trouve de l'aide. J'ai également des articles de blog où je parle en très détail, là, je suis très, très transparente de ce que j'ai vécu, des troubles alimentaires, mais aussi j'ai une section de témoignages. Fait que si ça vous tente aussi de témoigner, ça fait tellement du bien de se livrer, puis en plus, ça fait du bien à d'autres, puis de savoir là qu'on partage ça peut faire partie de notre établissement aussi. Fait que j'ai des super beaux témoignages, là. Puis, tu sais, si vous vous sentez seul là-dedans, allez sur le beau désordre. Vous allez vous sentir moins seul, là, parce qu'on est une gang à souffrir, qui ont souffert ou qui souffrent de ça. Alors, puis il y a aussi des découvertes, là, j'ai des livres que j'ai lus, des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai visionnées, que je fais découvrir qui traitent des troubles alimentaires. Puis, c'est sûrement que j'oublie des affaires, mais allez le visiter. Donc, c'est très complet, des suggestions de livres pour si jamais les gens veulent s'informer. Super. Donc, merci à tous d'avoir écouté la capsule. J'espère que ça vous ça a répondu à plusieurs questions concernant les troubles de conduite alimentaire. Si jamais vous en avez d'autres, vous pouvez contacter les ressources, nous contacter chez Oasis. Notre but, c'est vraiment de vous soutenir, là, les membres de l'entourage. Puis, on se revoit pour une prochaine capsule. Merci beaucoup, Karine. Merci, Audrey-Anne. Pour ta présence. C'est très, très apprécié d'avoir ce beau témoignage-là, rempli d'émotions et de sincérité aussi. Merci beaucoup. Donc, merci de ta présence. Et puis, à la prochaine, tout le monde.